Le Mag Europe. Bienvenue dans le Mag Europe sur Sensation, voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'Europe face aux migrants, l'Allemagne, la Suède, l'Italie et la France sont les principaux pays à accueillir des réfugiés. L'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy sera notre invité. Klaxon, injures, téléphone au volant. Dans notre rubrique Chez nos voisins, nous nous pencherons sur les mauvaises habitudes des automobilistes européens. L'Europe est souvent critiquée, mais elle est utile si vous voyagez. Les frais d'itinérance ont disparu le 15 juin 2017 et chacun peut en profiter. Et tout de suite, direction notre studio des Yvelines pour retrouver Matt Finance et son invité. Le Mag Europe. L'Europe dans la formation des citoyens. Christine Colville, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice administrative à la Maison de l'Europe des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye et à ce titre, vous avez participé cette année à un stage professionnel en Allemagne. Tout d'abord, en quelques mots, pourriez-vous nous présenter la structure qui vous a accueilli ? Voilà. Eh bien, j'ai été accueillie par la structure Maison des projets à Waldkraiburg, qui s'appelle IAGUS et qui est un centre de formation professionnelle accueillant à la fois des publics de jeunes défavorisés, fragilisés, mais également des chômeurs de longue durée. Et cette structure allie à la fois la théorie, puisqu'il y a l'apprentissage scolaire, mais également la pratique avec de nombreux ateliers qui sont sur place, des ateliers menuiserie, salon de coiffure, décoration d'intérieur, mais également donc un soutien auprès de ces jeunes qui sont en difficulté pour tout ce qui est insertion sociale et problématiques de santé. Et cette structure accueille environ 50 jeunes et ils sont environ 25 salariés. Donc il y a un encadrement assez important. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce séjour au contact des éducateurs, des formateurs et des jeunes présents à la Maison des projets ? En fait, j'ai beaucoup appris parce que j'ai eu beaucoup d'échanges à la fois avec les jeunes et les éducateurs, comme vous le dites, des pédagogues qui sont formés à être attentifs aux problématiques des jeunes et à savoir les accompagner dans leur apprentissage au quotidien, les remotiver lorsqu'ils sont un petit peu en difficulté et surtout veiller à une insertion sociale et professionnelle par la suite réussie. Et lors de ce séjour en Allemagne, vous avez aussi profité pour découvrir le centre de jeunesse de Landshut. C'est quoi ce centre et pourquoi vous êtes-vous rendu sur place ? Alors, j'ai profité de ma journée de retour justement pour faire ce rendez-vous. Pourquoi à Landshut ? Parce que nous y avons un partenaire issu d'un précédent programme avec un centre de jeunesse qui accueille des rencontres multilatérales. Mais cette structure, par le passé, nous avait transmis une liste de stages potentiels pour nos jeunes qui sont inscrits dans le programme Move in Europe de la Maison de l'Europe des Yvelines et qui justement pourraient aller faire un stage dans ces structures. Alors, quel était le but pour vous de ce voyage finalement ? C'était un stage Erasmus+. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir en Allemagne ? Le stage est effectivement cofinancé par Erasmus+, et à ce titre, j'y allais pour améliorer les pratiques professionnelles, pour m'enrichir d'un contact personnel avec des acteurs locaux, donc développer un réseau de partenariats, et également progresser moi-même dans l'immersion linguistique, puisque là-bas on parle allemand. Et puis l'anglais est important aussi, donc pour nos jeunes qui partiront en stage, donc me permettre d'évoluer dans ma façon de comprendre leur environnement pour mieux offrir ces stages et ces propositions à nos jeunes. Alors, il faut aussi savoir qu'en 2018, vous aviez fait un autre stage à Prague, en République tchèque. Vous pouvez nous en parler ? Quel était le but ? C'était la même chose ? Voilà, toujours cofinancé par Erasmus+. J'ai été accueillie dans une filiale d'Air France qui accueille nos jeunes du programme Move in Europe et qui s'appelle Blue Link. Et là-bas, sur place, j'ai pu me rendre compte effectivement des différentes attentes de l'employeur dans les différents services. Le service qui traite les sinistres, dû au transport, le service de réservation chez Transavia, également le service ressources humaines. Donc, depuis un petit bout d'année maintenant, nous envoyons certains de nos jeunes dans cette destination et j'ai pu mieux comprendre les attentes de cette structure.
Alors Christine, vous êtes une véritable globe-trotteuse, puisque vous avez aussi participé en février 2019 à un séminaire à Cambridge avec Sciences Po et la maison locale de Dourdan autour du thème la citoyenneté active et notamment le volontariat, des solutions à la cohésion sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je suis partie effectivement avec une jeune étudiante qui était en stage chez nous, donc on implique beaucoup nos stagiaires dans le cadre de nos activités, mais c'est la mission locale de Dourdan qui nous a accompagnés parce que c'était un programme, un séminaire de formation pour les animateurs de jeunesse que sont certains jeunes étudiants pour le futur et également des conseillers en mission locale, des animateurs de jeunesse qui se trouvent confrontés à l'engagement, le volontariat comme des moteurs pour la citoyenneté active européenne. Et ce séminaire de Cambridge nous a permis de participer à de nombreux ateliers avec des professionnels, des éducateurs, des professeurs et également des associations locales, donc des responsables associatifs, pour nous prouver que effectivement, c'est en s'impliquant et en s'engageant, en étant bénévole, que l'on acquiert plus de compétences et qu'on peut rendre la société un petit peu plus cohérente. À présent, si vous le voulez bien, Christine, nous allons maintenant parler de jeux de compétences. C'est un projet européen de formation de professionnels, un projet qui vous tient à cœur. De quoi s'agit-il exactement ? Alors effectivement, il me tient à cœur puisque je l'ai construit avant de le déposer pour un cofinancement au niveau européen. C'est un projet qui vise la montée en compétences dans les savoir-faire comportementaux, c'est-à-dire tout ce qui touche aux soft skills, aux compétences humaines qui s'expérimentent et qui se montrent lors de situations informelles ou non formelles. Les problématiques qui sont celles des conseillers des missions locales, partenaires de ce projet, et également de toutes les structures d'accompagnement des adultes, de la formation des adultes. Leur problématique, c'est aussi de savoir comment accéder aux difficultés, comprendre les difficultés du public qu'ils accompagnent, en l'occurrence les jeunes des publics cibles. Et donc j'ai créé ce projet pour permettre à des professionnels de s'enrichir de nouvelles compétences au travers de stages professionnels, mais encore de cours structurés en Europe et de pouvoir, une fois revenus sur le sol français, mettre en pratique ces nouveaux outils pédagogiques. Et ce projet s'appelle Jeu de compétences parce qu'il est construit comme un jeu, avec ses règles et ses défis, et qu'il permet d'obtenir un certain nombre de points. Et plus on collabore au niveau du groupe d'apprentis, j'allais dire, de stagiaires, et plus on gagne des points qui permettent par la suite d'obtenir des open badges. C'est un système innovant de reconnaissance des acquis de l'apprentissage. Combien de personnes seront sélectionnées et de quelle manière ? Une quinzaine de personnes. Le projet est porté par un consortium animé par la Maison de l'Europe des Yvelines et les missions locales partenaires, ainsi qu'une association d'accompagnement des adultes, de la formation des adultes sur notre ville, Saint-Germain-en-Laye. Et donc une quinzaine de personnes qui pourront choisir, en l'occurrence, sur environ une vingtaine de propositions d'offres de stage ou de formation à l'étranger. Et pour conclure, vu qu'il nous reste encore un peu de temps, un autre projet auquel la Maison de l'Europe des Yvelines participe, mais qui est porté cette fois par l'université Paris-Saclay, c'est un projet unique d'université européenne, rassemblant 5 universités de l'Union européenne, pour former des générations futures sur la santé globale. Mais on parle de quoi quand on dit santé globale ? Alors l'enjeu de la santé globale, c'est un enjeu planétaire parce qu'on parle de ressources, d'environnement, donc d'accessibilité à l'eau. La santé publique, c'est tout ce qui regroupe les éléments environnementaux qui nous permettront de mieux vivre dans les années futures. Et c'est un véritable défi pour construire une planète en paix. Donc ce projet est porté effectivement par l'université de Paris-Saclay avec d'autres universités. Et ces universités concernées, on a dit, elles sont 5. Vous avez la liste juste à côté de vous. Effectivement. Lesquelles sont-elles ?
Donc il y a l'université Ludwig Maximilian de Munich en Allemagne, l'université de Lund en Suède, l'université de Porto au Portugal, l'université de Szeged en Hongrie, excusez-moi, et enfin on va l'université de Paris-Saclay qui est le coordinateur. Et c'est Paris-Saclay, cette université est le lauréat du premier appel à projet dans le cadre des alliances sectorielles pour une université européenne. Donc il faut souligner cette réussite au niveau de cet appel à projet. Christine Colville, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes coordinatrice administrative à la Maison de l'Europe des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci à vous. On en vient à notre chronique chez nos voisins en partenariat avec TV78. On s'intéresse au comportement des automobilistes sur les routes avec Olivier Janouex, responsable du centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Concernant la sécurité routière, la moyenne européenne est de 49 décès par million d'habitants. En France, la moyenne est de 53 décès par million d'habitants. Le pays qui fait le mieux en termes de sécurité routière est la Suède avec 25 décès par million d'habitants. Le pays qui fait le moins bien est la Roumanie avec 98 décès par million d'habitants. Chaque nationalité a ses mauvaises habitudes en matière de conduite. On se rend compte par exemple que les Français ont une légère tendance à ne pas vouloir mettre les clignotants et à aussi s'énerver assez rapidement au volant. Si on prend les meilleurs en termes de sécurité routière, donc les Suédois, on se rend compte qu'eux ont une fâcheuse tendance à ne pas vouloir respecter leurs propres limitations de vitesse. Donc ils ont toujours tendance à rouler un peu plus vite que ce qui est prévu. Les Espagnols au volant, eux, ont l'habitude de klaxonner un peu trop souvent. D'autres comportements qui peuvent être plus ou moins délicats, on a par exemple les Grecs qui, eux, ont une tendance à oublier d'attacher leur ceinture de sécurité. Enfin, les Polonais préfèrent descendre de voiture pour s'expliquer avec les autres automobilistes. Le MAG Europe. Que fait l'Europe dans notre vie quotidienne? Les frais d'itinérance ont disparu. Olivia Schmoll nous en dit plus. Quand vous êtes de passage en Belgique, sur la plage à Barcelone ou au bord d'une piscine à Mykonos, téléphoner, envoyer un SMS ou un MMS coûte le même prix que si vous étiez en France. En effet, les frais d'itinérance, aussi appelés frais de roaming, ne sont plus appliqués depuis le 15 juin 2017, une décision prise après une longue bataille, 10 ans de négociations entre Bruxelles et les opérateurs téléphoniques. Résultat, chaque appel, SMS, MMS ou consultation d'un site internet depuis votre téléphone est décompté de votre forfait français. En revanche, si pendant une période de 4 mois vous passez plus de temps et consommez la majeure partie de votre forfait à l'étranger, votre opérateur pourra vous facturer des frais supplémentaires. Enfin, si les frais d'itinérance ont disparu dans les pays membres de l'Union européenne, ce n'est pas le cas ailleurs. Donc, si vous voyagez en dehors de l'Europe, pensez à désactiver vos données mobiles. Le MAG Europe. Le MAG Europe décryptage. Chaque année, 100 000 jeunes Français profitent du programme Erasmus+, pour suivre une formation à l'étranger. Écoutez le témoignage de Gaëlle, 25 ans, qui est parti à Galway en Irlande. Les propos sont recueillis par Math Finance. Je suis partie 3 mois en Irlande, à Galway, pour travailler dans un charity shop. Au début, j'ai été mise dans une crèche, mais comme ils ne parlaient pas beaucoup avec moi, on a préféré me mettre dans un charity shop. Et ils ont bien fait, parce que du coup, j'ai beaucoup parlé avec eux. J'ai beaucoup parlé aussi avec la famille. C'était le Simon Shop à Galway. Et voilà, c'était beaucoup du bric-à-brac, beaucoup d'affaires. On avait un petit peu de meubles, mais pas grand-chose. J'ai pu m'occuper de l'organisation du magasin, j'ai pu m'occuper des mannequins, les habiller. J'ai parlé beaucoup avec la clientèle aussi, c'était sympa. Enfin voilà quoi. Alors j'ai fait ça parce que mes projets d'avenir, et je suis en train encore d'en travailler pour, c'est de travailler dans les pays en sous-développement en fait, des pays africains. Je voulais surtout travailler avec les enfants orphelins en fait. Et j'avais besoin pour ça de parler anglais parce que ça faisait un gros plus sur mon CV si je voulais rentrer sur la Croix-Rouge ou à l'UNICEF. Et je pense que j'ai bien fait. Je suis encore en train de travailler pour.
C'était très enrichissant, j'ai appris beaucoup de moi-même. Je suis quelqu'un qui ne sort pas beaucoup et je me suis donné beaucoup de moi-même pour sortir beaucoup, pour voir beaucoup de choses, pour aller dans les pubs, pour voir la culture. Même si je suis bretonne, du coup, la culture celtique m'est pas inconnue. Mais oui, c'est très enrichissant. Les gens là-bas sont très ouverts d'esprit et très ouverts aussi au niveau des autres cultures. Le MAG Europe. François-Xavier Bellamy, bonjour. Vous avez été adjoint au maire de Versailles de 2008 à 2019 et vous avez conduit la liste Les Républicains aux élections européennes. Vous êtes membre de la délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée, ainsi que la délégation pour les relations avec les pays du Machrek, alors l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Nous allons donc parler ensemble immigration et droit d'asile. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de ce chiffre, 638 000. C'est le nombre de demandeurs d'asile dans l'Union européenne en 2018, alors qu'en 2015 et 2016, plus d'1 200 000 personnes avaient demandé l'asile à l'Union européenne. Alors comment est-ce qu'on peut analyser cette baisse sur ces 3 dernières années ? Il y a eu, comme vous le savez, un flux de demandeurs d'asile qui a été particulièrement marqué pendant la période de la crise qui touchait le Moyen-Orient, en Syrie et au Levant. Aujourd'hui, les flux ont baissé, mais ils n'ont pas disparu pour autant. Et le nombre de demandeurs d'asile qui entrent en Europe et aussi en France est un nombre très significatif à l'échelle de nos pays. Je voudrais ajouter un tout petit point, c'est que ce nombre de demandeurs d'asile ne correspond pas au nombre de ceux qui sont réellement éligibles au droit d'asile. Quand vous entrez dans un pays et que vous demandez l'asile, ça ne veut pas dire pour autant que vous y avez droit. Aujourd'hui en France, par exemple, les pays qui sont les plus importants parmi la provenance des demandeurs d'asile sont pour certains d'entre eux des pays où il n'y a pas de guerre, pas de persécution politique et dans lesquels on peut raisonnablement penser qu'il n'y a pas du coup de légitimité pour une demande d'asile. Or, en France en particulier, nous avons une grande difficulté, c'est que la plupart de ceux qui ne sont pas éligibles à l'asile et qui sont déboutés du droit d'asile ne sont pas reconduits chez eux parce que les procédures sont longues et qu'au bout d'1 an, 2 ans, il est difficile d'engager des procédures d'expulsion. Nous sommes très peu efficaces sur cette question, ce qui veut dire en fait que le droit d'asile est vidé de son sens, puisqu'on rentre dans un pays, on y demande l'asile, on est certain en réalité de pouvoir y rester même si on n'est pas éligible. C'est un véritable détournement du droit d'asile et il faut effectivement que l'Europe continue de s'honorer d'offrir l'asile à ceux qui sont éligibles à ce droit d'après les critères qui sont définis, mais que ce ne soit pas l'occasion d'une forme d'immigration incontrôlée qui rentre en Europe et que nous ne parvenons pas à maîtriser. D'ailleurs, cette maîtrise, si on regarde sur 10 ans, en 2008, il y avait 220 000 demandeurs d'asile. Alors ça montre une légère hausse quand même sur 10 ans. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour réguler ces demandeurs d'asile et qu'est-ce que l'Europe fait actuellement ? Aujourd'hui, l'Europe est trop passive sur ces questions-là. J'avais été pendant la campagne européenne que nous avons menée, j'avais été faire un déplacement en Grèce pour rencontrer les agents de Frontex, qui est cette agence européenne qui est chargée de surveiller les frontières extérieures de l'Europe. En réalité, l'agence Frontex aujourd'hui, elle manque de 2 choses. Elle manque d'abord de moyens. Et nous allons travailler pour lui donner plus de moyens, pour que plus d'hommes et de femmes soient engagés dans cette action de contrôle des frontières européennes. Mais surtout, l'agence Frontex aujourd'hui, elle manque d'une doctrine, elle manque d'une stratégie. Aujourd'hui, les agents de Frontex se contentent d'accueillir ceux qui arrivent, de leur donner les éléments nécessaires à leur arrivée sur le territoire européen, de les identifier en particulier. Au fond, nous ne faisons qu'appliquer des procédures. Nous ne sommes pas capables d'accueillir correctement ceux qui sont vraiment éligibles à l'asile. Et je pense à certains cas de figure vraiment dramatiques pour ce qui concerne la France, par exemple. Je voudrais citer en particulier le cas de ces interprètes afghans qui ont travaillé pour l'armée française, qui aujourd'hui en Afghanistan sont menacés de mort, qui sont en difficulté, en danger, et auxquels nous n'accordons pas l'asile parce que nous avons une forme de saturation. Et à l'inverse, nous accueillons et nous faisons... Bien sûr, il faudrait les accueillir. Ça, c'est l'asile tel que l'Europe doit s'honorer de le vivre. À l'inverse, eh bien, nous accueillons, sans pouvoir rien maîtriser, des personnes qui, parce qu'elles ont réussi à mettre le pied illégalement sur le sol européen, sans être éligibles à l'asile, vont y rester de manière définitive. Parce que ce droit d'asile, il faut le demander sur le premier pays sur lequel on arrive, c'est ça ? Ce qui en plus pose un problème immense en termes de solidarité européenne. On peut dire beaucoup de mal des populistes, mais ça ne suffit pas pour comprendre ce qui se joue vraiment. Ce qui se joue vraiment, c'est que, prenez le cas de l'Italie par exemple, pendant des années, les pays européens... Premier front. Évidemment, les pays européens ont détourné les yeux de ce qui se passait en Italie. L'Italie est ce qu'on appelle un pays de première entrée, c'est un pays dans lequel on rentre, comme la Grèce par exemple, comme l'Espagne à certains égards. Et dans ces pays-là, l'immigration que l'Europe
reçoit, et notamment cette immigration illégale, elle pèse d'un poids tout à fait particulier. Alors justement, vous parliez de Frontex. Le Parlement européen a voté le déploiement de 10 000 gardes frontières pour Frontex. Alors des gardes frontières et des gardes-côtes seront déployés d'ici 2027. Il y en aura 5 000 d'ici 2021. Mais est-ce que cette date de 2027, elle n'est pas trop lointaine? Et est-ce que vous pensez quand même que c'est une bonne solution, une bonne première avancée? C'est un premier pas, bien sûr, mais cette date est effectivement trop lointaine. Et le deuxième élément que je voulais souligner, je le disais à l'instant, c'est qu'il nous faut encore une fois une stratégie, une vision de ces questions migratoires. Il faut que nous puissions assumer enfin que les demandes d'asile doivent pouvoir être faites à l'extérieur des frontières de l'Europe. Quand vous êtes en train de quitter votre pays parce qu'il est touché par la guerre ou la violence ou que vous êtes persécuté, vous n'arrivez jamais directement à Paris, vous n'arrivez jamais directement au centre de l'Europe. Vous passez toujours par des pays qui sont sûrs, qui sont stables, qui sont paisibles et dans lesquels vous devez pouvoir demander l'asile si vous pensez y être éligible dans un consulat, dans une ambassade. Ce serait une manière de pouvoir dire que ceux qui rentrent en Europe de manière légale et donc sûre sont ceux qui sont éligibles à l'asile et que ceux qui n'y sont pas éligibles ne doivent même pas pouvoir y rentrer, sinon ils seront immédiatement refoulés. Et si nous appliquons cette stratégie, nous mettrons fin à ces drames qui endeuillent la mer Méditerranée depuis trop longtemps, parce qu'il sera absolument clair que de toute façon, entrer illégalement en Europe, pour ceux qui ne sont pas éligibles à l'asile, ne peut pas permettre de s'y installer. Alors on essaye de lutter contre cet asile illégal, mais il y a des pays comme la Hongrie ou l'Italie, qui est d'ailleurs une nation de premier rang, comme vous le disiez tout à l'heure, qui voit une intrusion via Frontex dans leur sphère de compétences nationales. Comment est-ce que vous vivez ça, ces pays qui ne veulent pas en fait qu'on les aide? Non, c'est pas qu'ils ne veulent pas qu'on les aide, d'ailleurs au contraire, ils demandent de l'aide, en particulier l'Italie. Mais ce sont des pays qui constatent l'impuissance actuelle de l'Europe et notamment l'échec de notre politique menée à travers Frontex. Les agents de Frontex, les opérationnels, les dirigeants sont des personnels remarquables, mais ils sont privés en quelque sorte des moyens de leur efficacité parce que nous ne leur confions que des procédures à appliquer. Et ce que disent les pays qui subissent cette immigration en première entrée, c'est qu'ils n'ont pas d'abord besoin qu'on les aide à identifier les personnes qui rentrent illégalement sur le sol européen, mais qu'ils ont besoin qu'on les aide à maîtriser leurs frontières. Et c'est une autre forme de doctrine que nous devons pouvoir adopter. Est-ce que vous pensez que l'Europe est en mesure de faire face à ça? Mais l'Europe n'a pas le choix. D'abord parce que, et je voudrais le dire, c'est très important, sur ces questions migratoires, on oppose souvent ceux qui font preuve d'un côté de générosité et ceux qui de l'autre côté font preuve de fermeté. Moi, mon sentiment profond, c'est qu'il n'y a pas de véritable générosité qui ne passe d'abord par le fait de maîtriser nos frontières. C'est le premier devoir des États, maîtriser ses frontières. C'est ce que font d'ailleurs tous les pays d'où partent les migrants. Les pays africains, par exemple, ont évidemment, pour l'immense majorité d'entre eux, un contrôle de leurs frontières et une politique migratoire. La fermeté, elle est aussi la condition pour qu'encore une fois, on évite ces drames qui endeuillent la mer Méditerranée. Qu'est-ce qui fait que vous partez et que vous risquez votre vie sur la mer Méditerranée pour entrer illégalement en Europe? Eh bien, c'est parce que vous avez la certitude, et cette certitude est trop connue, que si vous arrivez à mettre le pied en Europe, vous allez pouvoir continuer d'y vivre, même si vous n'êtes pas éligible à l'asile. Si nous mettons fin à cette impuissance, encore une fois, nous mettrons fin à ces tragédies. C'est même la seule et unique condition. Alors que des politiques qui, à courte vue, sont menées dans un but humanitaire pour aller sauver les personnes qui sont en mer Méditerranée et les faire venir ensuite en Europe, elles incitent évidemment tous ceux qui veulent tenter leur chance et qui évidemment ont de bonnes raisons de rêver d'entrer en Europe, elles les incitent à risquer leur vie et parfois à mettre leur vie en danger sur la mer Méditerranée. Alors on va passer maintenant au Money Time. Alors c'est une série de questions rapides. Vous allez devoir faire des réponses très courtes. Alors je vais commencer par la première question. Est-ce que la jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg fait progresser la défense de l'environnement? Vous savez, j'allais dire avant que vous ne me posiez ces questions que j'ai toujours du mal à assumer cet exercice parce que la politique, ça suppose d'affronter la complexité des choses. On peut avoir de l'admiration pour la sincérité de son engagement et en même temps constater que répondre à la crise climatique, ça ne suppose pas d'abord des bons sentiments, ça suppose d'abord des solutions concrètes. Et de ce point de vue-là, je crois que malheureusement, le mouvement qui s'est déployé notamment autour des grèves pour le climat, je le dis comme enseignant, ne peut pas faire vraiment progresser les réponses concrètes dont nous avons besoin autour de la crise écologique. Je crois d'ailleurs, je voudrais le dire à tous les élèves ou les étudiants qui pourraient nous écouter, que si on croit que l'avenir de notre planète est en danger, alors il faut redoubler d'efforts dans ces études pour pouvoir identifier demain par la recherche, par l'intelligence, les solutions qui nous permettront d'apporter à cette planète les conditions de son avenir. Alors deuxième question, quel pays doit prendre la présidence tournante de l'UE au 1er janvier 2020?
C'est une interrogation. Exactement. Alors là, je confesse que je sèche sur cette question. Je vous dis, On c'est est la Croatie. Pleine nomination pour les périodes de désignation des commissaires européens. Donc vous voyez, je ne me suis pas encore penché sur l'avenir du Conseil. Voilà, donc ce sera la Croatie, comme ça Merci vous le beaucoup. saurez. Alors d'après un sondage Odoxa, près de 7 Français sur 10 ont une bonne opinion de l'équipe de France de football. Et vous, comment est-ce que vous trouvez cette équipe de France ? L'équipe de France de football est fabuleuse, elle nous fait rêver, j'espère qu'elle va continuer de nous faire rêver longtemps. Ce que je trouve le plus beau dans cette équipe de France, c'est qu'elle est faite d'individualités exceptionnelles par leur talent et même on pourrait dire par leur génie, mais que ces individualités sont capables, on l'a vu encore dans les matchs récents, que ces individualités sont capables de se compléter les unes les autres et qu'il y a un véritable esprit collectif que Didier Deschamps a su installer. Et ça, je crois que c'est tellement important de le réapprendre dans notre société. Un vrai exemple. On a besoin d'individus qui soient talentueux, mais au fond, le sens de ces talents individuels, c'est de se mettre au service de quelque chose qui nous dépasse. Et c'est ce que savent si bien faire les joueurs de l'équipe de France. Alors maintenant, on va parler du salon Vapexpo, salon du vapotage qui se tient en ce moment à Paris-Nord-Villepinte. Alors est-ce que vous pensez qu'il faut revoir la législation sur les cigarettes électroniques ? Alors je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais il est clair qu'il y a des inquiétudes qui pèsent aujourd'hui sur la dimension, les potentiels risques sanitaires de cette pratique. Je crois qu'il faut évidemment s'y pencher avec soin, mais je laisse des plus experts que moi faire les recherches qui s'imposent pour que nous puissions garantir que ce ne soit pas la clé d'un futur problème sanitaire. Et enfin, dernière question, votre série télé préférée ? Alors je suis désolé de vous décevoir, mais en réalité, je suis un passionné de lecture, un fou de philosophie, et du coup je n'ai pas beaucoup le temps de regarder des séries, c'est très mal, mais j'espère pouvoir me rattraper. Votre livre préféré alors ? Ce serait très difficile de répondre à cette question, mais mon livre préféré, celui que je recommanderais à tous ceux qui nous écoutent, c'est de pratiquer un peu la poésie française. J'ai toujours sur ma table de chevet l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou, qui fut un grand président de la République, mais aussi un grand professeur de littérature, un grand amateur des lettres. Et je crois que c'est un texte qui mérite d'être fréquenté presque quotidiennement. Merci beaucoup François-Xavier Merci à vous, c'était une joie de partager ce moment avec vous. Merci. Je vous emmène à présent à la découverte des pays de l'Union européenne. 3 bonnes raisons de découvrir la Belgique avec Stéphane Renard, rédacteur en chef du site de Bon Plan Voyage Travelzoo. La Belgique, c'est pas que le mac and peas, c'est pas que les gaufres, il y a plein d'autres choses à faire. Et là, je vous amène à une petite excursion gourmande sur la mer du Nord. Vous partez plein nord en Belgique, dans les stations balnéaires d'Ostende, de Knoklozout ou de Den Haag. Et je vous invite à déguster ces petites croquettes fondantes de crevettes avec un cornet de frites, avec une petite bière en face de l'océan. Tout va bien, vous êtes en Belgique, sur la mer du Nord et vous prenez du bon temps. On va faire les fous en Belgique cette fois-ci, on va faire les fous et on va partir au carnaval de Binche. Alors le carnaval de Binche, c'est le carnaval le plus fou de toute la Belgique avec les Gilles. Donc les Gilles, ce sont ces grands personnages qui sont déguisés avec des robes, avec des chapeaux multicolores. Et on fait en fait le carnaval sur plusieurs journées au mois de février et on s'amuse entre copains, à famille ou avec les étrangers qui sont là de passage. Le carnaval de Binche, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire si vous voulez vous imprégner de la vraie culture wallonne de Belgique. Cette fois-ci, une petite virée romantique pour tous les amoureux. On va partir à Bruges. Et Bruges, c'est effectivement son centre-ville qui est absolument magnifique, mais surtout ses canaux. Donc les canaux, c'est une ambiance qui change de saison en saison. En hiver avec de la brume, l'été à un endroit très rafraîchissant. Et vous pouvez louer des petites barques pour amener votre chérie ou votre fiancé pour lui faire votre déclaration d'amour sur les canaux de Bruges. Vous allez ramer dans tous les sens du terme et vous allez l'amener au bonheur sur cette magnifique ville romantique de Bruges. Le Mag Europe. C'est la fin du Mag Europe sur Sensation. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. Bonne soirée à tous. Le Mag Europe sur Sensation.